Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre pour la seconde fois, malheureusement pour moi, parce que je l'ai enregistré une fois sans son. Il faut allumer le micro pour que ça marche. Donc, on recommence. Aujourd'hui, j'avais envie de démystifier quelques termes supplémentaires en vidéo. Donc, on s'était intéressé au 4.2.0, 4.2.2, 8 bits, 10 bits, quel impact ça va avoir sur la qualité de votre image dans une première vidéo. Ensuite, on avait fait une vidéo sur les bases de la photo où je vous donnais les conseils vraiment de base pour faire vos premières vidéos. Et on avait fait une vidéo sur le H264, H265 et notamment sur l'impact, qu'est-ce que c'est le bitrate et quel impact il va avoir sur la qualité de votre image à la fin. Aujourd'hui, on va continuer finalement à démystifier quelques termes en se concentrant sur la manière dont sont lues les informations sur votre capteur. Parce que certes, on a le logo 4K sur un iPhone, on a le logo 4K sur un micro 4 tiers, enfin voilà, sur tous, on a le même logo 4K, mais en fait, ce logo 4K, il veut absolument rien dire puisqu'il ne vous donne pas la qualité exacte, les performances vidéo que vous allez avoir. Et je trouve qu'il est plus facile de lire les caractéristiques d'un appareil photo que vraiment les caractéristiques vidéo. Un appareil photo, vous lisez 2-3 lignes, vous avez compris. Un appareil vidéo, vous avez intérêt à avoir un paquet de données dans la tête parce que réellement, ça impacte le rendu de votre vidéo et c'est pas si clair que ça lorsque vous lisez les caractéristiques. Aujourd'hui, les constructeurs ont un énorme problème. C'est que les appareils photo sont hybrides. Et hybrides, non pas parce qu'ils n'ont pas de miroir, mais parce qu'ils font de la photo et ils font de la vidéo. Et trouver l'équilibre entre les deux est vraiment pas facile. Vous avez des appareils photo qui, d'un côté, sont plutôt orientés photo puisqu'ils ont un grand nombre de pixels. Je pense à tous les appareils photo de 45 ou de 61 millions de pixels, qui, eux, sont orientés photo, font de la vidéo, mais sont obligés de faire des compromis. On va parler de ces compromis. Et ensuite, vous avez des appareils photo comme le A7S3, qui, lui, ne fait aucun compromis, tout pour la vidéo, et pas beaucoup en photo, puisqu'on n'a que 12 mégapixels, que beaucoup de gens vont trouver insuffisant. Donc on va essayer d'en parler de ça, parce que ça change réellement la qualité de votre 4K au final. La pire des méthodes, quand vous lisez les informations de votre capteur pour faire une vidéo, c'est ce qu'on appelle le cropping, c'est-à-dire d'être capable de prendre qu'une petite partie de votre image. Vous avez un capteur qui est comme ça, et hop, vous utilisez que la toute petite portion du centre de votre capteur là, au moment où vous voulez faire de la vidéo. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un objectif grand angle et d'un coup, il est vachement zoomé, vraiment zoomé. Et donc ça, c'est pour moi la pire des méthodes parce que déjà, vous utilisez qu'une petite portion de votre capteur et ça va avoir aussi des impacts. Ça va avoir des impacts, par exemple, il faut bien imaginer que le 1 pixel de bruit, si vous zoomez et que vous le mettez en grand, le bruit va être plus visible sur une image croppée que sur une image qui est entière. Et on va aussi avoir des artefacts, donc le moiré, le franging, l'aliasing, tout ça, on va en avoir plus avec des méthodes de cropping. Vraiment, la méthode de cropping, c'est probablement ce qui vous donne la moins bonne des qualités et c'est probablement aussi la méthode la plus ennuyante. Canon était connu pour des crops qui étaient absolument indécents. Les derniers appareils photo avant le R5 et le R6, de mémoire, c'était des crops de 1,85. C'était des trucs qui faisaient rire tout le monde. Canon a mis tout le monde d'accord maintenant avec le R5 et le R6, et encore, on pourrait en débattre. Mais voilà, c'est vraiment pour moi la méthode à éviter, c'est le cropping. Ensuite, vous avez une seconde méthode qui est ce qu'on appelle le line skipping. Le line skipping, c'est ce que font tous les appareils photo qui ont énormément de mégapixels. Ça inclut le Z7 de chez Nikon, ça inclut le S1R, ça inclut le A7R4, bref, tous ces appareils photo-là, généralement, ils font du line skipping tout simplement parce qu'il faut imaginer qu'ils ont un appareil photo avec 45 millions de pixels. Pour faire de la 4K, il vous faut 12 millions de pixels. C'est-à-dire que si vous avez plus que 12 millions de pixels, quelque part, vous avez plus de taille que ce qu'il vous faudrait. Donc, quelque part, vous êtes obligé de choisir une méthode pour ramener tout ça à 12 millions de pixels et donc à de la 4K. Et donc, quand vous avez 41, 45 ou 61 millions de pixels, pour revenir à 12 millions de pixels, c'est pas facile. Et une des méthodes qui est utilisée par les constructeurs, c'est ce qu'on appelle le line skipping, qui, de manière schématique, consiste à skip, ça veut dire sauter une ligne. C'est-à-dire qu'on va lire une ligne sur deux de capteur, par exemple. Alors, c'est un peu schématique, c'est pas exactement ça, même si le principe, c'est quand même assez simple. Et donc, ça va avoir pour conséquence d'avoir une image qui est moins détaillée. Forcément, vous sautez une ligne sur deux. Donc, vous allez perdre du détail et vous allez augmenter les artefacts. Donc, vous allez avoir un peu plus de moiré, vous allez avoir un peu plus d'aliasing, d'autant plus, et de moiré, d'autant plus pour l'aliasing que sur ces appareils photo-là, pour maximiser justement le piqué, on enlève généralement le filtre AA. Donc, sur le A7R4 ou sur le Z7, par exemple, vous n'avez pas de filtre anti-aliasing.
Et donc, ça a pour conséquence de vous faire des photos plus nettes, mais ça a aussi pour conséquence qu'au niveau des vidéos, on va gérer un peu moins bien les artefacts. Donc ça, c'est quelque part, après le cropping, une des méthodes qui est les moins bonnes, mais on n'a pas vraiment le choix. Quand vous avez un appareil photo de 45 ou de 61 millions de pixels, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix. Les constructeurs ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Ensuite, on a une autre méthode un peu moins pire que le line skipping, qui est le pixel binding. Le pixel binding, c'est une combinaison des pixels. Donc, c'est un peu plus intelligent parce que là, vous n'êtes pas en train de sauter des détails. C'est un peu mieux au niveau de la gestion du bruit. C'est un peu mieux au niveau, évidemment, de gestion des artefacts. Mais enfin, ça ne fait pas des miracles non plus. Le Z6 de mémoire fait du pixel binding. Ça a pour conséquence, attention aussi, de produire de la surchauffe. Le CPU est vraiment mis à contribution pour combiner les pixels. Et certes, c'est plus qualitatif que de faire du line skipping, mais ce n'est pas non plus la solution miracle. La meilleure des solutions pour avoir la qualité ultime, c'est ce qu'on appelle de l'oversampling ou de downsampling. C'est deux termes qui veulent dire exactement la même chose, qui consiste en gros à prendre une résolution plus grande et à la ramener en 4K. Là, dans ce cas-là, on a vraiment la meilleure des qualités. On avait énormément de détails, on en préserve un maximum en revenant à la résolution. Le A7 III, par exemple, fait du 6K. Le A7 III est un capteur de 24 millions de pixels. Il va lire, il ne va pas sauter de ligne, il va lire tous les pixels, ça va faire du 6K. Il ne va pas vous retransmettre du 6K, mais il va le ramener en 4K. Ça va forcément venir faire chauffer le CPU, puisque le CPU va être beaucoup sollicité, et en étant beaucoup sollicité, en passant du 6K en 4K, ça va avoir de la surchauffe. Le A7 III est un appareil photo qui est capable de surchauffer. Donc je ne dis pas que c'est un gros problème, et que voilà, mais c'est un appareil photo qui, selon les modes que vous allez utiliser, est capable de surchauffer, évidemment, comme tous les autres. Donc, c'est aussi la méthode que va utiliser le Canon R5. Le Canon R5, il est capable de faire de la 8K avec son capteur de 45 millions de pixels. 45 millions de pixels, ça permet de faire de la 8K. 12 millions de pixels, ça permet de faire de la 4K. Et donc, avec ces 45 millions de pixels, il fait de la 8K. Et pour faire de la 4K, il prend la 8K et il la remet en 4K. Et sur le Canon, ça s'appelle de la 4K haute qualité. Le problème de ce mode-là, c'est que c'est probablement la meilleure qualité de 4K du monde. Je pense que vraiment personne ne fait mieux aujourd'hui sur le marché, puisque je vous ai dit que la meilleure méthode pour faire de la 4K, c'est de faire du downsampling, donc de partir d'une taille plus grande et de réduire la taille. Le problème de ça, c'est que ça va venir énormément solliciter le processeur, et que le processeur, en étant énormément sollicité, il va surchauffer. Et donc le Canon R5 qui fait ça, il fait la meilleure qualité du monde. Le problème, c'est qu'il est capable uniquement de le faire pendant 20 minutes, qu'ensuite vous devez attendre quasiment 2 heures pour de nouveau pouvoir refaire 20 ou 25 minutes. Alors il y a certaines méthodes qui permettent d'optimiser un tout petit peu, mais enfin c'est quand même l'idée, c'est-à-dire que vous avez la meilleure qualité, mais vous ne pouvez pas l'avoir très longtemps, c'est impossible. C'est pour ça que je vous disais en début de cette vidéo qu'il y a toujours des compromis. Vous mettez la balance en photo ou vous mettez la balance en vidéo. Et le A7S III, lui, il n'utilise aucune de ces méthodes, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de cropping, il ne fait pas de light skipping, il ne fait pas de pixel binding, il ne fait pas non plus d'oversampling, c'est-à-dire que la qualité est peut-être pas aussi fabuleuse que quand on prend du 8K et qu'on le ramène en 4K. Le problème, c'est que c'est la meilleure des méthodes, mais elle dure que 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, vous ne pouvez plus travailler pendant 2 heures. Donc lui, il fait le choix le plus malin, probablement. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le choix de la vidéo à fond. Capteur de 12 millions de pixels. Tant pis si en photo, il vous aurait fallu plus. Là, on n'en a que 12. Mais ces 12 millions de pixels, c'est 1 pixel sur le capteur égale 1 pixel sur votre vidéo. Et ça va lui simplifier énormément les calculs. Puisque il va être capable de le faire sans devoir faire des calculs pour passer de 8K en 4K. Et ça va lui permettre d'avoir une bonne qualité. Et ça va lui permettre de faire ça sans limite de temps d'enregistrement et sans jamais atteindre le point de surchauffe. Et c'est probablement le but de faire ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas de meilleur appareil photo qui filme en full frame que ce A7S III. Et donc, on dit faire de la 4K, mais quand on dit faire de la 4K, ça ne dit pas combien d'images, puisque c'est un autre paramètre qui rentre en jeu. Combien d'images vous voulez? La 4K, la base, c'est du 25 images ou du 30 images par seconde. Mais aujourd'hui, on aime faire du 60 images par seconde, du 120 images par seconde, voire du 240 images par seconde. Et là aussi, c'est là que rentre en jeu le bitrate. Le bitrate, c'est le taux de compression de votre image. Il faut bien comprendre que si vous faites du 240 images par seconde, ça veut dire que vous prenez, c'est pareil, 240 photos en une seule seconde. Il faut bien comprendre qu'il faut être capable ensuite, ces 240 photos,
de les écrire sur votre carte SD. Ça implique des problèmes énormes. Et donc, pour résoudre ce problème-là, les constructeurs ont tendance à diminuer la qualité, c'est-à-dire à diminuer votre bitrate. Par exemple, avec un XT4, on a un bitrate de 400 quand vous faites du 25 ou du 30 images par seconde. Mais en fait, ce bitrate, qui est quelque part la qualité aussi de votre vidéo, bah, il va diminuer en fonction du nombre d'images. Dès que vous passez à 60 images par seconde, bah, ce bitrate il va être divisé par 2. Déjà, il est plus de 400, il est de 200. Et si vous passez en 120 images par seconde, ce bitrate il est plus de 200, il est de 40. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous augmentez le nombre d'images et donc votre capacité à faire du ralenti et donc à avoir un rendu cinématographique, ben, vous perdez quelque part en qualité. La qualité que vous aviez avec le nombre d'images de base, vous ne l'avez plus avec du 120 fps. Et lorsque vous vous mettez en 240 images par seconde, votre bitrate, il est plus que de 20 Mbps. Vous étiez à 400, vous êtes à 20. Et ça, c'est un des paramètres aussi qu'il faut regarder. Il ne suffit pas de savoir le faire avec le taux d'image par standard. Il faut savoir le faire aussi, maintenir la qualité, même lorsque le nombre d'images vient à augmenter. C'est quelque chose notamment qui m'a impressionné aussi avec ce A7S III. On voit bien qu'on a beau faire des ralentis, la qualité d'image reste géniale. Et c'est la première fois que je vois ça sur un appareil photo. Mais aujourd'hui, voilà, le A7S III, il me permet juste de parler de tous ces principes-là parce que quelque part, ça me permet de comprendre pourquoi finalement ils ont fait ces choix-là et pourquoi c'est vraiment probablement le meilleur appareil photo qui filme aujourd'hui sur le marché. Alors, tout ça, on a parlé du bitrate, on a parlé du nombre d'images, on a parlé que 4K, il faut voir comment on produit de la 4K, avec quelle méthode de lecture du capteur. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faut avoir l'œil au moment de choisir votre appareil photo. Il y a quel codec va utiliser aussi votre appareil. Si vous prenez du Canon, du Sony, du Fuji, vous allez avoir pas du tout les mêmes codecs. Ou alors chez Nikon qui va utiliser du ProRes, c'est encore d'autres codecs. Les codecs, il y en a des meilleurs que d'autres. Le codec, c'est ce qui va vous permettre d'encoder de la donnée et de la décoder. Et donc, en fait, c'est au moment où vous allez traiter ces fichiers-là sur l'ordinateur, votre ordinateur va ramer plus ou moins, en fait. Il y a des codecs qui sont plus ou moins bien optimisés, selon, après, si vous êtes sur Mac, sur Windows, vraiment, ça va dépendre aussi de tout l'écosystème, hein. Mais moi, par exemple, j'ai été étonné, lorsque je prends mes fichiers Canon, je trouve que le codec Canon demande énormément plus de puissance à mon ordinateur que ce que je peux voir chez Sony ou chez Fuji. C'est quelque chose vraiment qui m'a choqué. Parce que le codec, après quelques recherches, le codec Canon demande un peu plus de puissance CPU. Donc les fichiers sont un peu plus difficiles, j'ai envie de dire, à manipuler. Il faut créer des proxys. Il y a des méthodes, évidemment, ça se fait. Mais bon, voilà, il faut avoir un œil aussi sur les codecs. Il faut avoir un œil évidemment sur l'échantillonnage, hein. 4.2.0, 4.2.2, la profondeur de couleur, 8 bits, 10 bits, est-ce qu'il fait du RAW est-ce qu'il fait du RAW 16 bits par exemple, comme ici sur le A7S III. On a aussi le fait de faire du log. Le log, la plupart aujourd'hui des appareils font du log, mais il y a des logs qui sont plus ou moins manipulables. Donc la qualité du log varie en fonction des constructeurs. Donc là aussi, il faut jeter un œil un peu à la qualité du log. Bref, ça fait énormément de paramètres auxquels je voulais vous sensibiliser au moment de choisir votre appareil photo qui filme. Ben, c'est les choses quand même sur lesquelles il faut avoir un œil, il ne faut pas être naïf. Et il ne suffit pas de regarder le logo 4K, il y a vraiment 4K et 4K, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Les autres choses à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un écran sur rotule? Est-ce que lorsque vous allez utiliser un moniteur externe, pour une raison ou une autre, vous allez perdre le viseur, vous allez perdre l'écran? C'est quelque chose qui me rend fou sur la 7S, sur la 7 III. Et une des raisons notamment que j'utilise très peu la 7 III pour filmer parce que moi j'aime pas perdre je suis pas habitué à perdre le viseur et l'écran sur mon Fuji, je les garde. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut regarder quel type de port vous avez. Il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte au moment de choisir votre caméra qui filme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer sur tous ces paramètres-là. En tout cas, voilà, c'est vrai que je fais cette vidéo dans le cadre de la 7S III parce que finalement, c'est en réalisant tous ces paramètres théoriques qu'on se rend compte que Sony a fait certains choix quand même avec le A7S III. Un des choix, c'est d'avoir un appareil photo qui n'a pas de limite et qui n'a pas de compromis. C'est-à-dire que la qualité, quel que soit le type d'image, quelle que soit la fréquence d'image, 30 fps, 60 fps, 120 fps, voilà, vous gardez à peu près la même qualité d'image. Vous avez vraiment une chute de bitrate qui est négligeable. Quand vous comparez la qualité d'image à 120 et à 30 fps, vraiment, c'est quasiment la même. Et ça, c'est rarement le cas, je peux vous assurer, sur les appareils photo. J'ai été étonné aussi d'avoir aucune surchauffe. On est habitué sur les appareils photo comme de ce type-là, ça surchauffe. Le Canon, c'est affreux, c'est vraiment affreux. 20 minutes et je surchauffe, c'est pas normal.
Ici, il n'y a pas de surchauffe. Donc tous ces choix-là, en fait, ils ont été faits entre guillemets pour, certes, sur les spécifications, ça brille un peu moins. On n'a pas un 8K ou un 6K à afficher en gros qui vraiment fait waouh tout de suite sur la boîte. Là, on a un 4K. C'est vrai que 4K, bah, on est habitué à voir 4K. Mais tous ces paramètres-là font qu'on a là probablement une des meilleures qualités de 4K possible et surtout un appareil qui est vraiment fait là pour travailler sans aucun compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces, levez vers le haut. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des questions autour de tout ça? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des sujets que vous voudriez me voir creuser un peu plus? Il y a énormément de questions à creuser en vidéo. C'est à chaque fois des sujets qui sont passionnants à investiguer. J'utilise généralement, j'avais fait ça avec le X-H1, j'avais fait ça avec le X-T4, j'en refais une autre avec le A7S. S3 à chaque fois qu'il y a un appareil photo comme ça un peu difficile à comprendre, j'essaye de prendre certains termes et de vous les expliciter. J'espère que c'est réussi. Merci encore pour votre temps et d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!